Bonsoir. Alors, nous parlons économie ce soir. On le sait, les pays de la CEDEAO ont annoncé la création d'une monnaie commune appelée l'ECO, qu'il ambitionne d'ailleurs de mettre en circulation à l'horizon 2020. Pour 8 d'entre eux, cela signifie bien sûr abandonner le franc CFA qu'il utilise depuis des décennies. En plus de ça, il y a aussi cette sortie de Talon, président béninois, qui souhaite le rapatriement des réserves de change du franc CFA qui se trouve en France. Alors, docteur, s'agit-il du début de la fin pour le franc CFA? Merci beaucoup. En tout cas, depuis fort longtemps, certains chefs d'État africains l'ont déjà théorisé, à l'image du président Wade, qui le disait déjà, que nous avons nos réserves qui sont en France, qui ne rapportent pas grand-chose, alors qu'au même moment, on emprunte pour financer nos grands projets. Ce serait intéressant quand même qu'on rapatrie une bonne partie de ces réserves pour financer donc nos projets de développement. Donc ça veut dire que la décision, donc, ou en tout cas les déclarations de Talon, donc corroborent avec celle donc du président Wade il y a longtemps de cela. Cela veut dire aussi qu'il est grand temps que pour les pays, en tout cas membres de l'UEMOA, de couper ce cordon ombilical qui est lié avec surtout l'ancienne puissance coloniale. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le franc CFA est l'unique monnaie coloniale en circulation dans le monde. Et jusqu'à présent, on ne voit pas ce que cela vraiment a permis aux pays donc membres, parce que tout le monde, tous ces pays-là sont toujours dans la zone rouge. Aucun pays, en tout cas, n'a encore réussi à décoller. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Est-ce qu'il faudrait abandonner? Est-ce qu'il faudrait revoir les termes, donc les clauses du contrat ou du pacte? Ce qui est sûr et certain, c'est que les réalités du monde de 1945 ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui. Voilà. Et négocier avec quelqu'un qui vient juste, donc, qui n'avait pas d'abord son indépendance, ensuite quelqu'un qui vient d'accéder à l'indépendance, parce qu'on peut le rappeler au passage que le CFA a été créé donc en 1945, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. En ce moment, nos pays n'avaient pas encore leur indépendance. À l'époque, CFA signifiait colonie française d'Afrique. Après les indépendances en 1960, qu'on a changé simplement le contenu, mais l'acronyme reste le même. Donc, en l'appelant coopération, donc voilà, donc communauté financière donc en Afrique, dans la zone UEMOA, mais dans la zone donc CEMAC, on l'appelle coopération financière donc en Afrique centrale. Cette déclaration de Patrice Talon, est-ce véritablement une porte d'ouverture pour une indépendance de notre monnaie? Oui, on peut le penser, d'autant plus que la séparation avec, ou bien la fin de l'arrimage du franc CFA vis-à-vis de l'euro a été déclenchée avec l'annonce officielle de l'ECO. À partir de ce moment, je crois que politiquement, il y avait une tendance à aller vers la disparition. Maintenant, ce que Talon a dit confirme tout simplement cette dynamique qui est enclenchée. Maintenant, il y a à préciser que ce n'est pas valable pour l'ensemble de la zone CFA de l'Afrique. Ce n'est valable que pour la zone ouest africaine, parce que l'Afrique centrale n'est pas pour le moment concernée. La deuxième chose aussi, c'est que Talon n'a pas précisé de calendrier. Et que là aussi, on n'a pas une idée précise de l'échéance à laquelle va se faire cette fin de l'arrimage avec l'euro. Maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est que la France est disposée à ce que l'Afrique aille vers peut-être une plus grande indépendance monétaire. Mais sans doute, ils ne sont pas prêts à rompre avec le cordon ombilical. Je rappelle que Bruno Le Maire, qui se trouve être le ministre des Finances de la France, a dit il n'y a pas longtemps, c'était en début octobre, que la France était prête à aller vers une réforme ambitieuse. Mais une réforme ambitieuse du franc CFA, qu'est-ce que ça signifie ? Au moment où il y a de plus en plus une opinion publique africaine qui demande tout simplement la fin de l'arrimage, quand il nous parle de réformes ambitieuses, je crois qu'il ne va pas jusqu'au bout de ce que voudrait un certain nombre de personnes en Afrique, à savoir la fin pure et simple de l'arrimage entre le franc CFA et l'euro. Maintenant, on va observer pour voir ce qui va se faire. De toutes les façons, la tendance me semble inéluctable et que, quelle que soit l'échéance à laquelle ça se fera, ça ne pourra pas ne pas se faire. D'accord, mais certains experts sont quand même divisés sur l'impact qu'aurait justement cela sur l'économie de la région. Comment l'expliquer? Oui, parce que déjà, on peut prévoir. Parce que lorsque certains les pays ont donc une monnaie commune, ça veut dire que ne serait-ce que
pour le marché de la CEDEAO, donc ça va s'agrandir davantage et ça va surtout réduire ce qu'on appelle le coût de transaction. Parce qu'à chaque fois que vous n'avez pas la même monnaie, il faut passer à la convertibilité de la monnaie. Donc, il faut convertir parce que pour pouvoir faire pour pouvoir échanger. Donc ça va diminuer, ça c'est clair et net. Maintenant, si les économies ne sont pas redynamisées, c'est clair et net que quel que soit le nom qu'on va attribuer à la nouvelle monnaie, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. Et ça, c'est pas une nouvelle tentation, hein, pour ne pas dire donc parce que déjà les gens ont démarré les négociations pratiquement depuis 1973. Oui. Voilà, ils en parlaient avec une première échéance en 2003, une deuxième échéance en 2005, une troisième échéance en 2009, 2015 et là on parle encore de 2020. Mais avant que cela ne puisse entrer en vigueur, il y a quand même des critères de convergence à respecter. Justement. Je ne voudrais pas être minimaliste, hein, pour reprendre les propos justement du président Abdoulaye Wade lorsqu'il s'était agi de ce fameux débat entre les minimalistes et les maximalistes par rapport à la création d'une monnaie commune africaine. Mais là, on parle encore du franc CFA. Alors, cette rupture du cordon ombilical, est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences, pour ne pas dire des dangers, par rapport à la garantie de notre monnaie qui est le franc CFA? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec le franc CFA, ça facilite les transactions internationales, parce que la France a donc assuré la convertibilité internationale. Maintenant, les autres pays membres, parce qu'il faut le rappeler qu'au niveau de la CEDEAO, il n'y a que les pays membres de l'UEMOA qui ont cette monnaie-là. Les autres pays ont leur propre monnaie. Cela ne les empêche pas de commercer et même d'être plus dynamiques que nos pays. Donc ça veut dire que pour moi, ça ne devait poser aucun problème. Au contraire, ce qui va se poser, peut-être, c'est le problème de leadership plutôt. Voilà, qui va vraiment présider aux destinées de cette monnaie-là, les destinées de cette monnaie, parce que je pense que le Nigeria va s'imposer, parce qu'il ne va pas accepter de se ranger derrière un autre pays. Je ne le vois pas. Voilà, et que lorsqu'on parle du Nigeria aussi, il y a un problème très sérieux en matière de rigueur dans la gestion, en matière donc de stabilité et autres. Justement, il y a ce problème de leader qui se pose. On parle déjà du Nigeria. On parle aussi de comment va se passer l'impression par rapport à cette monnaie. Je crois que ça ne devrait pas poser de problème pour battre monnaie. Hein. Ça, je crois que c'est une opération technique qui se fera si la décision est prise par les chefs d'État de décrocher avec l'euro et de créer l'éco. Maintenant, ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que jusqu'à présent, c'est la moitié des réserves de taux de change de la zone IMOA qui était déposée à la Banque de France, mais pas la totalité. Parce qu'il y a une partie quand même qui est toujours gérée par la Banque centrale. Ce qui va changer... À peu près 13 000 milliards. Voilà. Ce qui va changer, c'est que si on rapatrie cette moitié, on aura maintenant une totale indépendance monétaire. Et jusqu'à présent, ce qu'il y a lieu donc de relever comme enjeu et comme pari, parce que l'arrimage du franc CFA à l'euro nous avait permis jusque-là, 1, déstabiliser le franc CFA et 2, de maîtriser l'inflation. Maintenant, c'est le pari qu'il va falloir également gagner lorsque nous basculerons au niveau de l'éco. Et je crois qu'il y a un exemple quand même qui devrait pouvoir inspirer les Africains, c'est l'exemple du Ghana. Le Ghana a eu, il n'y a pas très longtemps, un taux de croissance de son PIB de 8,5% en reposant sur sa propre monnaie. Et le Ghana s'est même payé le luxe de rompre avec le programme du FMI. Le Ghana s'est passé de l'aide, des fonds, des crédits, de l'argent du FMI. Je crois que ça, il avait fallu avoir le courage de le faire. Parce que tout simplement, leur économie a connu une croissance telle qu'ils se disent qu'ils se passent du soutien de l'FMI et qu'ils vont décider de leur propre budget à partir de leurs propres ressources. Qu'est-ce qui leur a permis de faire ça? Premièrement, un essor dans l'exploitation du pétrole depuis 2010. Deuxièmement, cet essor-là de l'exploitation du pétrole est combiné à l'essor de 2 autres ressources, que sont l'or et le cacao. À signaler que le Ghana est le 2e producteur africain à la matière. Et ils ont également eu l'intelligence d'accroître les investissements pour développer l'agriculture vivrière. Et il y a un dernier élément qui leur a permis cet essor économique, c'est qu'ils favorisent l'implantation d'industries manufacturières sur l'ensemble du pays. Le président ghanéen est tellement ambitieux qu'il envisage d'installer une industrie manufacturière par district. Et figurez-vous qu'il y a 216 districts au Ghana,
multiplié donc par le nombre d'unités industrielles qui seront installées, ça leur permettra, eux, de s'asseoir sur une économie. Et le fait qu'ils aient eu leur propre monnaie a permis également une très bonne relance de l'activité économique. Parce que la Banque centrale du Ghana a eu à baisser très fortement les taux d'intérêt, ce qui a favorisé l'accès au crédit d'activité. Et ça a permis à l'économie ghanéenne de tourner. Je crois que c'est un exemple qui devrait inspirer quand même les pays africains, à savoir qu'ils peuvent avoir leur propre monnaie, qu'ils peuvent changer de paradigme également par rapport à leur rapport avec l'Occident et principalement avec la France. Et vous savez le mot d'ordre qui est utilisé en Ghana, c'est Ghana beyond aid. Le Ghana au-delà de l'aide. Il faut avoir tout simplement le courage de franchir le Rubicon, de s'autonomiser au plan économique, de diversifier les activités économiques pour également aller vers un changement de monnaie. Et je crois que sur cette base, on peut asseoir une économie africaine très viable. C'est un changement de paradigme qui paraît ambitieux, mais là, il s'agit du Ghana qui est un pays, et là, nous parlons du franc CFA qui ne concerne pas un seul pays, mais plusieurs pays quand même. Oui. Je le dis souvent, donc dans certaines discussions, en fait, il faudrait qu'il y ait donc ce qu'on appelle de la volonté politique, parce que tout ce que Momar vient de dire montre simplement que le président ghanéen a de l'ambition et il a le courage de ses idées. Parfois, ça manque terriblement chez nous. Parce qu'à chaque fois que chez nous, les gens voudraient prendre certaines décisions, ils pensent plus à la France. Ils pensent plus à la France qu'à leur propre population. Là, ça pose problème. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'était passé, par exemple, avec l'affaire Thierno Alassane Sall. Vous vous souvenez un petit peu, quelqu'un qui refusait de signer un contrat avec une compagnie française parce que simplement, ça ne défendait pas les intérêts du pays. Et je ne vais pas revenir sur tout ça, mais vous savez que, par exemple, quelqu'un qui est là, qui a été élu, qui a bénéficié de tous les privilèges du pouvoir pour réfléchir et agir pour les intérêts uniques de son pays, ça pose problème. Voilà, c'est juste une question en tout cas de volonté politique. Maintenant, lorsque vous avez votre propre monnaie avec une politique monétaire, donc ce qu'on appelle expansive, voilà, vous avez toujours la possibilité donc de relancer, donc d'augmenter l'offre de monnaie. Donc au-delà, ça va créer ce qu'on appelle la création donc de monnaie. Donc et favoriser aussi donc ce qu'on appelle les crédits. Donc ça c'est important. Vous savez, lorsque la Banque centrale arrive à influencer, ce qui est son rôle d'ailleurs, donc la quantité de monnaie donc en circulation, ça lui permet de pouvoir contrôler la masse monétaire. Voilà. Maintenant, ceux qui ont besoin de crédits pour pouvoir créer, donc investir, créer des emplois, relancer l'économie, etc., ils doivent avoir quand même accès facilement au crédit. Voilà. Et si vous ne contrôlez pas donc cette phase, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Parce que parfois, à partir de l'autre côté, on peut toujours mettre en place des dispositions qui permettent de favoriser leurs propres entreprises que les miennes ou que les nôtres. Donc là aussi, je pense que c'est pas très avantageux pour nous. Encore une fois, en tout cas, c'est une décision à saluer, mais je pense que les délais me semble encore être assez donc court. Hein. Autrement dit, bon, heureusement que d'après ce qu'ils ont dit, cette région va se faire de manière graduelle. C'est-à-dire tout pays qui remplit les critères de convergence peut directement entendre. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai l'impression aussi que peut-être on peut aller un peu plus vite. Voilà. Un peu plus vite, Dr Gassama, est-ce qu'on pourra réajuster la balance à un niveau micro ou macroéconomique si l'on sait que dans certains pays c'est déficitaire comme l'exemple du Sénégal et excédentaire, par exemple comme en Côte d'Ivoire? Donc on ne réfléchit pas de cette manière en disant que tel pays accidentaire ou donc déficitaire. Là, on réfléchit par rapport à des critères de convergence. Voilà. Donc il faudrait maîtriser le taux d'inflation. Il faudrait, par exemple, respecter ce qu'on appelle les critères par rapport donc à la dette, l'endettement, le PIB et tout ça. Donc chacun travaille pour assainir ses finances publiques pour respecter aussi donc les critères. Dès que c'est fait, je pense que vous avez la possibilité donc d'arrêter directement. Maintenant, on va créer une monnaie, ce qui est bien, parce qu'au moins la connotation coloniale va partir. Voilà, mais pour faire quoi après? Voilà. Est-ce que nos dirigeants auront toujours le même comportement? Est-ce qu'il y aura des politiques volontaristes? Mais surtout, on prend la décision de développer notre industrie.
Voilà, mais aussi ce qu'on appelle l'agriculture vivrière, parce que presque bientôt 60 ans après les indépendances, on n'arrive même pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est problématique. C'est problématique. C'est ce qu'a fait le Ghana. Oui, moi je le dis souvent dans certains de mes cours, ce qui fait rigoler les étudiants. Je disais qu'il y a certains villages, si les grands-parents qui sont morts depuis bientôt 30 ans ou 40 ans revenaient, ils pouvaient rentrer chez eux sans se faire. Oui. Oui. Et jusqu'à présent aussi, dans ce monde donc, rural, les gens utilisent toujours les mêmes techniques rudimentaires. Un pays oui, Kanyando, voilà, Kanyando, etc. Voilà, une agriculture qu'on développait pour nourrir 5 millions de personnes. Maintenant, on passe à 10, à 15. Est-ce que c'est toujours la même chose? Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc nous devons vraiment avoir plus de volonté politique. Et la preuve, lorsque avec le programme d'autosuffisance alimentaire Henri, lancé par le président Macky Sall, on a vu en 2 ans, 3 ans, comme à quel point vraiment le niveau de production a augmenté. Il faut le faire pour toutes les denrées. On n'a pas besoin de demander simplement d'avoir l'autosuffisance Henri, mais toutes les denrées que nous utilisons. Et c'est possible. On a les terres, on a de l'eau, on a beaucoup de jeunes, parce que la population est très jeune. Et beaucoup d'entre eux-mêmes d'ailleurs ne travaillent pas. Donc toutes les conditions sont réunies. Qu'est-ce qui nous manque? De la volonté politique. Pas plus chez moi. Alors, de la volonté politique, mais Momar, d'une autre part, il y en a qui pensent, comme l'économiste Nongo Samba Sylla, que certains pays ne veulent pas justement couper le lien avec le trésor français et que ça va justement rejaillir sur l'éco. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Écoutez, moi je pense qu'il va falloir aller résolument vers cette direction. Maintenant, l'avantage d'avoir une monnaie africaine qui ne soit pas arrimée à l'euro, c'est que ça permettra d'avoir une monnaie flexible, un instrument qu'on peut utiliser. J'ai donné tout à l'heure le cas du Ghana, où la Banque centrale, parce qu'ils bénéficient d'une monnaie qui leur est propre, s'est permis de baisser les taux d'intérêt et de favoriser maintenant le crédit à l'activité. Ça a permis à l'économie ghanéenne de tourner. La monnaie donc est un instrument, mais il n'est pas le seul levier sur lequel il va falloir agir. Il y a d'autres secteurs dans lesquels il va falloir agir. Premièrement, tout le monde a eu à déplorer le fait que nous ayons une croissance extravertie. Une croissance qui profite davantage au capital étranger que nos propres industries et nos capitaines d'industrie. Donc il va falloir inverser cette tendance pour développer un patriotisme économique pour aller dans cette direction. Il va falloir également développer l'industrie qui garantit une valeur ajoutée. Et puis ensuite, il y a un manque d'ambition quand même notoire, et il a parfaitement raison de souligner la volonté politique qui doit accompagner tout cela. Je vous donne l'exemple du Sénégal, qui a dû se rabattre sur la Banque islamique du développement pour avoir cette année 30 milliards pour financer la campagne de commercialisation agricole arachidière. Vous pensez que ça c'est de l'ambition? Votre principale spéculation, la principale culture de rente, celle qui permet au pays et au monde rural de tenir, vous êtes dans l'incapacité de financer sa campagne de commercialisation jusqu'à vous rabattre sur une banque étrangère pour pouvoir avoir la manne financière qui vous permettra de lancer l'opération. Mais écoutez, c'est une question de souveraineté. C'est à ce niveau-là que se situe vraiment la différence. Moi, je pense que c'est une question de volonté politique. Si nos États ont la volonté politique, ils y parviendront. Il y a Macron, d'ailleurs, qui s'est permis même de leur envoyer une pique en disant que lui, il est de la génération, il appartient à une génération qui ne dit pas aux Africains ce qu'ils doivent faire. J'ai donné également tout à l'heure le fameux propos de Bruno Le Maire qui disait qu'ils sont prêts à aller vers une réforme ambitieuse du franc CFA, mais que c'est aux Africains d'en décider. Donc la balle est dans le camp de nos chefs d'État. C'est à eux de décider de faire de leur économie ce qu'ils en veulent. Agir sur l'instrument monétaire en ayant une monnaie propre qui sera suffisamment flexible et qu'on peut utiliser comme levier pour accélérer notre développement économique. Ça, c'est un. Deuxièmement, promouvoir le patriotisme économique pour avoir vraiment un pouvoir local fort et ensuite réfléchir sur le modèle de financement de notre économie. Parce qu'avoir la monnaie aussi, ça nous permettra, nous, de développer nos propres banques. Aujourd'hui, 80% du tissu bancaire au Sénégal est détenu par les étrangers. Et vous croyez qu'ils feront dans la philanthropie pour financer votre économie? Non, ils ne le feront pas. Ils vont financer les entreprises qui appartiennent à leur pays et qui sont venues s'installer ici. Exim Bank
va financer les entreprises chinoises. CBAO va financer prioritairement les entreprises marocaines, etc., etc. Donc, agir sur le levier monétaire. 2, développer un modèle de financement qui nous est propre en ayant des banques qui financent notre économie. 3, aller vers l'industrialisation pour avoir de la valeur ajoutée. Diversifier l'économie, avoir une agriculture vivrière intensifiée. Je crois que ce sont les éléments sur lesquels on devra agir, mais pas sur la monnaie uniquement. Et il faudra réécouter le discours guerrier du président Idriss Déby Itno concernant le franc CFA, ce qui n'est pas le cas chez beaucoup de présidents ici dans la zone UEMOA. Mais docteur, quoi qu'on puisse dire, le franc CFA, l'éco, peu importe le nom de la monnaie, ce qui est important aujourd'hui et ce qui est le principal enjeu, c'est d'avoir une souveraineté économique et monétaire qui va permettre justement aux pays de l'UEMOA, j'allais dire même par extension de la CEDEAO, à pouvoir avoir une économie durable, une économie assez émergente. Oui, cela suppose qu'il faudrait bien gérer les deniers publics. Parce que déjà, si les gens présentent un programme aux électeurs pour se faire élire, après maintenant, on passe à autre chose. Autrement dit, on connaît les priorités du pays, parfois on passe à côté, mais on se focalise juste sur quelques grands projets pour soi-disant avoir un bilan à présenter afin de chercher à briguer un autre mandat. Bref, on a comme l'impression que c'est un éternel de commencement. En Afrique, de manière générale, on a toujours les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes qui se posent depuis presque les indépendances jusqu'à présent. Voilà. Vous êtes en rapport avec, bien sûr, donc, la France, par rapport donc, au CFA. La France, aujourd'hui, défend ses intérêts. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est aux Africains de défendre les leurs. Voilà. Et à ce niveau-là, on sait que certains continuent toujours à faire un clin d'œil donc à la France, parce que peut-être ils pensent à leur sécurité, à sécuriser leur pouvoir plutôt qu'à développer donc le pays. Je veux dire par là, si vous n'êtes pas arrivé au pouvoir, en tout cas de manière démocratique, ou si vous êtes au pouvoir aussi, vous êtes là, peut-être vous avez déjà pris certains engagements et vous tenez coûte à les faire respecter, certains engagements au profit bien sûr de l'ancienne puissance coloniale. Sinon, rien n'explique un pays comme le Sénégal où à un certain moment on voyait qu'il y avait d'autres, en tout cas, entreprises qui étaient là, mais avec par exemple l'actuel chef d'État, on a vu le retour en force des entreprises françaises et parfois même une installation anarchique. Dans la grande distribution, il y a un leader donc, de la grande distribution qui est là au Sénégal, mais qui s'installe vraiment de manière anarchique. Moi, je ne suis pas contre, hein, loin de là. Je suis pour donc, le libéralisme, je suis pour la concurrence. Sauf que si la même enseigne se retrouve partout, là, après, ça va créer une position de monopole. Ça va être contraire à ce qu'on défendait. Même chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Je me rappelle lorsqu'on était encore à résidence universitaire. Antony, si vous descendez à la Croix de Berny, à côté il y a Franprix, vous descendez à la gare Antony, vous allez voir là-bas Monoprix. Pour voir Lidl, il faut prendre le bus, aller jusqu'à Châtenay-Malabry, etc. Mais sur un périmètre vraiment d'1 kilomètre, 2 km, 3 km, vous voyez que c'est la même enseigne qui est partout. Où se trouve la concurrence. C'est extrêmement grave. Il y a avant Auchan, parce qu'il ne veut pas nommer la marque, mais c'est l'enseigne Auchan. Avant Auchan, il y avait Casino. Il y a 4 casinos dans le rayon de Dakar. Il y en a un à Arbersaro, il y en a un deuxième à Sam, et vous voyez la distance. Proportionnellement, il y en a à Liberté, près de chez Mbo, et il y en a aux Almadies. Vous voyez donc que, proportionnellement, c'est un rayon qui est respecté. Aujourd'hui, ce que Auchan fait, c'est une implantation sauvage qui va tuer le petit commerce. C'est ça la vérité. Il s'installe à tous les coins de rue. On a l'impression que c'est des boutiques du coin. Et c'est ça dangereux pour les petits commerces qui se développent. Ensuite, il fonctionne 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Mais ça, c'est extrêmement grave. En France, qui est leur pays d'origine, ils ne sont ouverts que dans 10 dimanches et 6 jours fériés. Et qui correspondent d'ailleurs à des périodes de fête. Uniquement.
Ça veut dire que c'est réglementé à leur niveau. Et ce n'est pas le cas ici. Et ce n'est pas étonnant que la France veuille se déporter maintenant vers le continent africain et vers certains pays qui l'acceptent, comme le Sénégal, où vraiment le capital français maintenant est revenu en force, parce qu'en France, Auchan a voulu développer, en collaboration avec des Chinois, un espace, mais la population s'est élevée contre ça. Parce que tout simplement, ils considéraient que c'était une agression contre l'environnement et l'écologie dans la zone. J'ai oublié la raison de la région et la zone. Parce qu'ils sont obligés maintenant, devant cette résistance que font les Français, contre une implantation sauvage, de grandes surfaces un peu partout, ils sont obligés de se déployer en Afrique où ils peuvent s'implanter n'importe comment. Et ça, cela pose un problème. Oui. Et c'est pour ça que... Oui? Parce que moi, je pense que l'implantation de la grande enseigne ne devait pas, en tout cas, étouffer les autres. Autrement dit, ça devait permettre aux petits commerces aussi de fonctionner. Parce que les deux mêmes pouvaient être complémentaires. Autrement dit, ceux qui font le petit commerce, rien ne les empêche d'aller s'approvisionner même à ce niveau-là pour continuer à fonctionner correctement. Mais à ce niveau-là, ils sont tous appelés à disparaître. Mais partant de cela, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'il pourrait se passer avec le franc CFA, nous pourrons aller vers une rupture pour permettre justement au capital sénégalais et africain justement de pouvoir s'y développer, quand on sait que quelque part également, qu'on le veuille ou non, la France a pratiquement pouvoir de vie et de mort sur nos économies. On se rappelle lorsque c'est un ministre de la coopération en 93, si je m'abuse, Michel Roussin, qui avait regroupé au méridien président les 14 Abdou pour aller vers une dévaluation du franc CFA. Donc, si tel est le cas, est-ce qu'au-delà de tout cela, cette nouvelle indépendance que l'on annonce par rapport au franc CFA nous permettra d'aller vers cette rupture économique? Oui, en tout cas, ce que vous disiez tout à l'heure, ça nous renvoie à un manque de caractère. Simplement, les Africains l'ont toujours montré. Ils sont toujours sous cette domination, même après les indépendances. On voit toujours que donc on est gouverné de l'extérieur. Et je pense que ça, quand même, c'est déplorable. C'est déplorable. On le constate souvent, même lorsqu'il y a un chef d'État qui vient de prendre fonction. Dans la plupart du temps, le premier à être reçu, c'est souvent un ministre français. Oui, dans la plupart du temps. Et dans la plupart du temps aussi, leur déplacement à l'étranger, si ce n'est pas la France, c'est d'abord un pays limitrophe, ensuite la France directement. Voilà. C'est pour venir faire le point, etc. Mais les gens disent même pour partir, donner des garanties à la France. Comme quoi on va collaborer, etc. Je pense que tout ça, c'est des choses quand même donc, à revoir. Encore une fois, nous avons en tout cas intérêt à prendre nos destins en main. Et pour cela, nous devons continuer à réfléchir comment faire pour développer notre pays. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas à la France de développer notre pays. Ça, au moins, c'est sûr. D'ailleurs, on peut se référer au PNUD, le programme des Nations Unies donc, pour le développement, qui définit donc 4 critères pour le développement. Donc, parmi ces critères, par exemple, si on peut noter ce qu'on appelle la productivité, la justice sociale, on parle surtout du fait, par exemple, que le développement doit être engendré par la population elle-même et non par une aide extérieure. Voilà, il y a l'autre critère qui renvoie un peu à la durabilité. Mais le fait que le développement ne peut être engendré que par la population elle-même et non par une aide extérieure, ça veut dire que si le Sénégal doit se développer, si l'Afrique doit se développer, bref, la CEDEAO, on doit compter d'abord sur nous-mêmes. Nous-mêmes. Maintenant, pour cela, il faudrait impérativement penser à renforcer donc, les entrepreneurs pour ne pas de l'industrie locale et surtout à créer des champions nationaux. On en a besoin. On en a besoin. Au moment où on ne peut pas rejeter les investissements directs étrangers, tous les pays en cherchent, nous en demandons encore. Mais il ne faudrait pas non plus pénaliser quand même voilà, les nationaux. Voilà. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est la France qui a davantage besoin de l'Afrique que l'Afrique n'a besoin de la France. Je rappelle le fameux propos de Chirac, que Dieu ait pitié de son âme, qui disait que sans l'Afrique, la France descendra au rang de puissance du tiers-monde. Je crois que c'est suffisamment éloquent sur ce que la France se procure comme profit en étant présente sur l'économie africaine. Et je me souviens d'ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, en prélude à la visite d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, il devait tenir son premier discours qui rappelle le discours de sinistre mémoire de Sarkozy qu'il avait fait à l'université de Dakar. À l'époque, Achille Mbembe et Felwine Sarr avaient sorti une tribune dans Le Monde titrée ceci: Africains, il n'y a rien à attendre de la France que nous ne puissions nous offrir à nous-mêmes.
Je crois que c'est suffisamment clair comme appel à lancer à nos chefs d'État. Il suffit tout simplement que nous ayons la volonté politique, la détermination pour aller vraiment vers une économie qui soit plus diversifiée, plus autonome pour avoir vraiment un développement. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, dans le peloton des têtes des pays africains à économie émergente, vous trouvez bien évidemment le Ghana, vous trouvez l'Éthiopie, qui est la deuxième croissance après celle du Ghana, vous trouvez l'Afrique du Sud, vous trouvez le Nigeria, vous trouvez le Rwanda. Aucun de ces pays n'a comme monnaie le CFA. Effectivement. Ils n'ont pas une monnaie arrimée à une monnaie étrangère puissante. La clé, elle est là. Il suffit tout simplement d'avoir la volonté politique pour aller dans cette direction, avoir le courage d'aller dans cette direction pour le faire. Alors, certains présidents sont... revient encore. Il y a de la volonté politique revient encore. Ça veut dire que ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige de manière irréversible vers vraiment cette séparation. Parce que les mentalités évoluent. Est-ce que c'est dans ce sens que justement le président ivoirien a soutenu devant son homologue français que justement la rupture n'allait pas se faire de manière brutale? Oui, donc j'avais entendu donc ce discours-là, mais bien avant, on le défendait aussi, parce que lorsque vous êtes donc en partenariat avec quelqu'un, donc forcément il faut éviter tout ce qui est rupture brutale, parce que peut-être ça peut faire mal par ça et là. Et au-delà aussi, on sait que donc la France est une grande puissance, mais aussi elle peut continuer à manipuler certains pays. Donc j'avais l'habitude de dire que lorsque même nous devons sortir et créer notre propre monnaie, il faudrait d'abord qu'on insiste et qu'on y aille ensemble. C'est important. Important, tout en sachant que maintenant un pays n'a pas d'amis mais que des intérêts. Donc certains pays, peut-être on peut leur faire, ou la France peut toujours leur faire donc des propositions très alléchantes, ce qui les pousse peut-être ou les pousserait peut-être à lâcher donc les autres. On décrypte ce message comme le fait que certains dirigeants veuillent justement préserver l'intérêt de la France. Difficile de dire le contraire. On se souvient encore de l'élection du président Ouattara. Certains disaient simplement que c'est Sarkozy qui l'avait mis là. Ou en tout cas, la France avait joué un rôle très important, extrêmement déterminant pour que M. donc Alassane Dramane Ouattara donc reste le président de la France, de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, on voit encore que M. Gbagbo s'était accroché au pouvoir, mais la France avait utilisé donc toutes ses forces pour permettre à M. donc Alassane Dramane Ouattara de s'installer. Maintenant, la France ne peut pas faire tout ça pour après, en tout cas, diminuer en tout cas son influence. Mais au contraire, c'est pour encore accentuer davantage son influence donc sur la Côte d'Ivoire, mais aussi passer par la Côte d'Ivoire, de par son leadership aussi, pour continuer davantage à exercer son influence sur les autres pays donc de la sous-région. Alors, ce qui veut dire que l'interrogation d'Axel Kabou est encore de rigueur, Momar Diaw. Et c'est l'Afrique qui refusait le développement. Je crois que nos dirigeants, je ne suis pas prêt à dire qu'ils refusent le développement, mais ils ne prennent pas la voie qui mène au développement. Moi, je pense qu'il y a 3 facteurs qui plombent les économies africaines. Le premier facteur, surtout en ce qui nous concerne, c'est que nous ayons une monnaie qui n'est pas flexible parce qu'arrimée à l'euro. Première chose. Deuxièmement, nous ayons un système bancaire qui appartient davantage à l'étranger, donc qui ne nous est pas propre. Et troisièmement, le fait que le capital étranger soit bien installé. Regardez aujourd'hui la France qui est revenue en force alors que sous le régime du président Abdoulaye Wade, on avait quand même travaillé à diversifier un peu les axes de coopération avec tous les pays. C'est sous Abdoulaye Wade qu'on a vu la Chine venir au Sénégal, la Turquie venir au Sénégal, l'Inde venir au Sénégal, et il y avait quand même un bénéfice à tirer de cette diversification des acteurs économiques. Mais sous Macky Sall, malheureusement, on a vu la France faire un retour en force dans l'économie sénégalaise. Prenez aujourd'hui les principales entreprises qui fonctionnent, qui font du bénéfice énorme. Si vous prenez Sonatel, c'est les Français avec France Télécom. Vous prenez dans le secteur des hydrocarbures, il y a Total. Vous prenez dans le secteur de la distribution, il y a Auchan, il y a Carrefour qui va venir, etc. Il y a Supreco. Si vous prenez le terre, la principale infrastructure, il y aura les Français là-dedans. Je crois que Bouygues même a été sauvé par le fait qu'il a eu à trouver au Sénégal un marché du terre qui lui a permis d'avoir un ballon d'oxygène pour rebondir parce que c'était une société qui était quasiment sur les rotules. Donc vous voyez que
quand même, c'est eux qui profitent davantage de la situation. Il va falloir donc qu'on inverse la tendance, qu'on soit animé vraiment de la volonté politique. Je ne crois pas que nos chefs d'État ou l'Afrique refusent le développement. Je ne crois pas que ça soit être le cas. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pris le cap qui mène au développement. Justement, c'est pour ça qu'on se demande, est-ce que l'Afrique est vraiment prête à couper le cordon ombilical avec la France?